La séance d'aujourd'hui ne sera pas simple. C'est le thème le plus complexe que nous aurons à aborder. Donc, nous avons vu avec les organisateurs qu'aujourd'hui, c'était la 6e séance. Et nous allons donc, je vais vous annoncer ce que nous allons faire ces dernières séances. Donc, il y en a 10 qui sont prévues. Et aujourd'hui, nous allons parler de notions vraiment centrales de notre cours sur la pluralité en France, qui sont les notions de nation, de nationalité et d'obtention de la nationalité française. Ensuite, je vous parlerai donc pendant 2 séances de 2 populations particulières à l'intérieur de la pluralité française. Il s'agit des Juifs et des Algériens qui ont un destin tout à fait particulier. Et comme nous verrons, il y a des gens qui sont à la fois juifs et algériens, qui cumulent les deux particularités. Ce n'est pas simple. Et puis, pour terminer, nous parlerons de la diversité linguistique de la France. Et en 2 dernières séances, nous parlerons des langues parlées en France et des formes régionales du français. Donc, voilà ce que nous allons faire. Je passe tout de suite à la première notion donc, de laquelle il s'agit ici, c'est la notion de nation à la française. Et nous allons voir que cette notion n'est pas exactement la même chose que ce que l'on pense probablement en russe. Et en tout cas, il faut bien distinguer ces différentes notions. Alors, c'est assez amusant de voir que sur la place de la République, sur la place de la Nation à Paris, nous avons une statue qui s'appelle le triomphe de la République. Par contre, je n'ai pas de statue allégorique qui représente la nation. Donc, c'est assez amusant de le voir. Et vous voyez derrière, plus loin, vous avez au loin la place de la Bastille. Et c'est très intéressant d'avoir sur la même image la Bastille, la République et la nation, qui sont 3 notions très importantes de la République française. Et il faut bien dire que beaucoup de manifestations politiques en France, de défilés, de manifestations se passent entre la place de la Bastille, de la République et de la Nation, qui sont réunies par des grands boulevards dans lesquels on peut faire des manifestations, des grands défilés. Donc, tout commence à l'origine par la notion de citoyenneté. Un citoyen, vous voyez dans le mot citoyen le mot cité, et le mot citoyen vient de la notion du droit romain. Vous savez que le droit romain, c'est le droit de Rome, et l'Empire romain porte son nom par la ville de Rome, donc c'est le rôle de la ville et du nom de la ville qui a une grande importance. Donc, vous avez ici cette citoyenneté qui est importante et qui veut dire que c'est la personne qui a le droit de participer à la vie du pays, qui a le droit de voter. C'est ça qui est important. À partir du moment où on a instauré une république, un citoyen, c'est une personne qui peut participer à cette vie publique. C'est ça l'importance et c'est ça le citoyen. Et vous voyez sur cette image, une gravure d'époque, le roi, donc, qui est descendant de Hugues Capet, le roi Louis XVI, devenir citoyen de son propre pays, c'est-à-dire il est égal à tous les autres citoyens du pays, on lui met un bonnet phrygien sur la tête et il a le droit de voter comme tout autre citoyen du pays, mais il n'a pas d'autres privilèges. C'est ce que font les citoyens du pays. Alors, il est très important de distinguer en français et en russe différents termes, puisque vous avez plusieurs mots qui se ressemblent, mais qui sont différents. Le mot de citoyenneté
correspond au mot гражданство en russe. D'ailleurs, la forme est la même. Cité, c'est la ville, город, et гражданство, c'est la ville, город. Grad, c'est la même chose, c'est la même racine, d'accord? Nous devons savoir que cela ne se correspond pas tout à fait, puisque en français, vous avez deux mots, le mot de citoyenneté et le mot de nationalité, qui sont presque synonymes. Il n'y a presque pas de différence, en fait, entre les deux. Et en tout cas, aussi bien citoyenneté que nationalité se traduisent en russe par le mot гражданство. Citoyenneté veut dire en principe le droit d'exercer des droits civils, le droit de voter et d'être élu. La nationalité exprime l'idée d'être sujet d'un pays, d'obéir aux lois du pays et d'avoir le droit ou l'obligation de servir dans l'armée, c'est-à-dire ce qui correspond à гражданство. Dans les deux cas, cela, à l'époque moderne, veut dire que vous avez le passeport de ce pays, d'accord? C'est traduit par un passeport, ce n'est pas obligatoire d'avoir un passeport, enfin maintenant si, mais vous devez avoir un papier d'identité, mais à l'origine ce n'était pas obligatoire, mais le passeport matérialise ces droits que vous avez et veut dire que vous êtes le sujet d'un certain pays, oui, гражданин той или иной страны. Et cela n'a strictement rien à voir avec le mot nationaliste comme on le comprend en russe. Vous le savez probablement, mais si vous devez remplir des formulaires en français, si on vous met nationalité, vous devez répondre votre гражданство et non pas répondre votre nationalность qui n'intéresse strictement personne en France. Le mot nationalность en France, dans le sens russe, n'est pas compris en France. En France, on parle alors, dans ces cas-là, d'origine, éventuellement d'origine ethnique, mais c'est une chose qui n'est pas véritablement l'idée de nationalность, comme on la comprend en Russie, n'est pas comprise en français. Par exemple, nous avons parlé tout à l'heure, la semaine précédente, nous avons parlé de Bretons, de Corses ou d'Alsaciens. Ils ne vous comprendront pas si vous leur dites que leur nationalité, nationalность bretonic, ça ne veut strictement rien dire pour eux. D'ailleurs, pendant très longtemps, l'ethnicité, l'origine ethnique était une chose dont on ne tenait pas en compte dans les statistiques en français et il était interdit de poser la question. Par exemple, moi, quand j'ai fait une expérience de psycholinguistique, je ne pouvais pas demander aux personnes qui ont répondu à mon questionnaire quelle était leur nationalность. Je pouvais demander quelle était leur langue maternelle, je pouvais redemander éventuellement le pays et la nationalité, to jest гражданство, de naissance de leurs parents, mais je ne pouvais pas leur demander leur nationalность dans le sens russe, parce que ça ne veut rien dire pour eux. Donc maintenant, on fait des statistiques qui tiennent compte de l'ethnicité des parents, mais c'est tout ce que l'on peut faire. En France, ce n'est pas tenu en compte, on ne tient pas compte de cette donnée. C'est quelque chose de privé, un peu comme votre religion ou vos convictions politiques. Alors, le terme de nation, bien entendu, c'est un terme très important dans le vocabulaire français et dans les notions françaises. Le terme de nation a été défini en 1788, donc la veille de la Révolution. Vous savez que la Révolution française, c'est 1789. Donc, à la veille de la Révolution, par un philosophe, un savant, Emmanuel Sieyès. Et pour lui et pour les Français en général, on appelle la nationalité la communauté des citoyens soumis à la même législation, c'est-à-dire les citoyens d'un pays, les gens qui habitent dans le même pays. Et à l'époque de la Révolution française, donc en 1789, on devenait citoyen français si on habitait
en France. Donc, habiter en France, avoir une résidence en France était suffisant pour être citoyen français. Donc, et c'est là, les citoyens français, ensemble, forment la nation française. Et donc, vous voyez tout de suite qu'on a une très grande contradiction entre l'idée de nationalité française, de nationalité à la russe et à la française, et également, dans certains cas, dans certains pays, les principes grâce auxquels on obtient cette nationalité, dans le cas précis, la nationalité française. Donc, je répète encore, nationalité française est французское гражданство. Et là arrivent deux principes importants. C'est le principe du droit du sol et le principe du droit du sang, c'est-à-dire le droit du sol est по праву рождения et le droit du sang по крови. Ici, bien sûr, c'est une illustration humoristique. Il y a, vous le comprenez bien, des mouvements politiques qui font valoir le droit du sang et qui veulent donner la nationalité française aux Français dits d'origine, французам по происхождению. Et ici, on se moque de cela dans ce dessin humoristique. Alors, le code appliqué en France, c'est le code dit Napoléon. Il n'a pas été écrit complètement par Napoléon, il n'a même pas été dicté par Napoléon, ou tout du moins pas dans tous les détails, mais c'est effectivement sous Napoléon que ce code a été adopté en France, et c'est bien entendu avec l'approbation de Napoléon. Et le code civil français, bien sûr, il y a eu des lois qui ont été modifiées, mais dans l'ensemble, il a été construit par Napoléon à cette période. Et dans le Code Napoléon, il y a deux notions, nationalité et citoyenneté, dans le sens français. В обоих случаях это гражданство, два вида гражданства. Это не национальность, мы договорились, да? Et de toute façon, quand on parle de la citoyenneté, on devient français par filiation, donc quand on est l'enfant d'un Français, on devient française par mariage, c'est-à-dire qu'une femme peut devenir française si elle épouse un Français. Je vous parle du code de Napoléon, il va y avoir des modifications depuis, d'accord? Mais en 1804, c'était comme ça, une femme pouvait devenir française si elle se mariait. Par contre, une Française qui épousait un étranger perdait cette nationalité, elle devenait étrangère, et un enfant né en France pouvait devenir français sur demande après sa majorité. De plus, une naturalisation était possible. Alors, qu'est-ce que c'est une naturalisation? C'est obtenir la nationalité à l'âge adulte, c'est-à-dire que vous pouvez pour une raison ou pour une autre, pas seulement par mariage, mais vous pouvez, après avoir fini des études en France, avoir fait quelque chose pour la France, vous faites une demande et vous pouvez obtenir la nationalité française par résidence en France, par exemple. Et il faut dire que lui-même, Napoléon avait une notion très libérale de la nationalité, puisqu'il était entièrement partisan de ce que l'on appelle le droit du sol pur, puisqu'il considérait que toute personne d'origine étrangère qui a reçu une éducation française est français. Bon, ça, c'est vraiment très large comme système. Ça n'a pas été entièrement admis dans le code qui était en vigueur après Napoléon. Alors, il y a des choses, bien sûr, qui vont se modifier. Nous avons vu dans une séance précédente que la France avait un grand empire colonial.
Et le deuxième empire colonial a joué un grand rôle. Ce deuxième empire colonial nous a apporté à la France un très grand nombre de citoyens, ou tout du moins de personnes qui habitent, qui sont français. Et là, vous avez justement là cette différence, c'est-à-dire que les habitants des colonies sont français, c'est-à-dire qu'ils ont la nationalité française, ils sont des sujets du pays, ils doivent obéir aux lois de la France et surtout, ils doivent servir dans l'armée française. Mais ils ne sont pas citoyens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de droit civil, ils n'ont pas le droit de voter ni d'être élus. Vous êtes bien d'accord que c'est bien commode comme situation pour diriger ces colonies. Vous avez toute la force des colonies, vous avez beaucoup de soldats, mais ils ne peuvent pas diriger le pays puisqu'ils ne peuvent pas se faire élire. Et c'était donc le cas des indigènes, et seuls les indigènes, donc les habitants des colonies, avaient cette bizarreté qui était d'avoir la nationalité sans avoir la citoyenneté. C'était un cas très particulier qui s'appelait l'indigénat, dont le cas des indigènes. Indigène est au 12e, pas français. Donc là, pour le coup, la nationalité et la citoyenneté n'étaient pas équivalentes. Il y avait une différence entre les deux. Et puis, en 1851, entre-temps, on avait ajouté, on avait précisé le double droit du sol, c'est-à-dire qu'on attribuait la nationalité à tout enfant né en France, bien sûr, mais également à tout enfant né en France d'un parent étranger né en France. C'est-à-dire ce que l'on appelle des deuxièmes générations étaient français. D'accord? Et ce n'était pas automatique, c'est-à-dire que la personne pouvait refuser de devenir français. Par contre, d'un autre côté, on se mettait à recenser et inscrire les étrangers. C'est d'ailleurs un début, c'est vraiment un tout début d'essayer de compter combien il y a d'étrangers sur le territoire de la France. Avant, on ne se cassait pas vraiment la tête avec cela et cela n'avait pas une très grande importance. Donc, ce n'est seulement qu'au milieu du 19e siècle qu'on a commencé à essayer de faire le décompte des Français et des citoyens français et des autres sur le territoire de la France avec des droits particuliers. Là-dessus arrive une situation tout à fait particulière qui est celle de la guerre de 1870. On ne parle pas beaucoup, même pas très souvent de cette guerre parce qu'elle n'a pas été très longue. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale ont été très longues. La guerre de 1870 a été très courte, quelques mois seulement, mais elle a été catastrophique pour la France. La France a été occupée, vous voyez, par la Prusse très rapidement. La France a perdu cette guerre et non seulement elle a perdu cette guerre, mais elle a perdu une partie de son territoire. Et cela va compliquer les choses parce que cela va compliquer la situation des personnes qui étaient des citoyens français, qui avaient la nationalité française, qui se sont retrouvés à l'extérieur dans un autre pays. Et vous savez que après la Deuxième Guerre mondiale, ces territoires sont redevenus français. Donc, les personnes qui ont vécu sur ce territoire sont redevenues français et ont retrouvé la nationalité française, et aussi les enfants qui étaient nés sur ce territoire entre-temps et qui étaient nés en fait sur un territoire étranger, puisque pendant 40 ans, ce territoire, presque 50 ans, ce territoire était un territoire allemand, prussien. Alors, pour essayer de régler cette situation, on a essayé de préciser un peu les règles d'obtention de la nationalité française, et maintenant, on a un droit de la nationalité qui est presque le même maintenant, c'est-à-dire que cette loi de 1889, c'est la loi qui est encore d'actualité
aujourd'hui, avec des petites modifications que nous allons voir. Vous voyez que à l'époque, on parlait d'être français par filiation paternelle. Donc, si votre père est français, vous voyez, c'est tout de suite une nuance, ce qui est le droit du sang. On est français si on naît en France d'un étranger né en France, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le double droit du sol. Également, on est français si on est né en France d'un étranger résident en France et on demande français, automatiquement français à sa majorité. Donc, une personne qui est née avec des parents étrangers, mais il est né en France. Ses parents sont étrangers, mais il habite en France. C'est le cas des immigrés. Et ces personnes deviennent automatiquement français à la majorité. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette situation? Regardez, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux Français. Vous avez des immigrés qui arrivent et les enfants de ces immigrés vont être français. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est une règle assez libérale et qui a été créée exprès, spécialement. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de faire venir les Français, des étrangers. Il faut bien comprendre que dans certaines situations, le gouvernement français a invité des étrangers, a demandé aux étrangers de venir s'installer en France. Et on avait besoin de main-d'œuvre, on avait besoin de les fixer en France et de les assimiler. Donc, leurs enfants obtenaient la nationalité française. C'était une façon de les attirer. Il ne faut pas dire maintenant « Ah, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'étrangers en France ?» C'est le gouvernement français qui les a attirés. Je parle de la fin du 19e, du début du 20e siècle. Et il faut bien dire que pourquoi est-ce qu'on a mis automatiquement français? Parce que si on leur demandait leur avis, tout le monde n'était pas d'accord. Il y en avait beaucoup qui refusaient de devenir français. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas faire le service militaire en France. Ils ne voulaient pas être soldats français. Il y en avait beaucoup pour qui ce n'était pas une bonne idée, ou au minimum pour leurs enfants. Ils ne voulaient pas que leurs enfants servent dans l'armée française. Il faut dire qu'à l'époque, servir dans l'armée française, ça pouvait être 3 ans, 5 ans, même 7 ans, suivant certaines périodes de l'histoire. Cela a pu être des services militaires très longs. Donc, on a mis cette règle d'obtention automatique de la nationalité française pour faire plus de Français automatiquement, si on peut dire. Alors, ces lois, donc la loi de 1889, elle a été adoptée, elle est restée et elle est toujours valable maintenant avec quelques petites modifications, mais il y a eu quelques changements dans certaines périodes. Par exemple, en 1927, vous avez eu des naturalisations qui étaient devenues plus faciles, c'est-à-dire qu'il suffisait de résider 3 ans en France pour devenir citoyen français. C'était très simple, d'accord? Il suffisait d'être né en France, avoir un des 2 parents français, pas un père, mais un des parents. Donc la mère pouvait donner aussi la nationalité française, ce n'était pas le cas auparavant. Par contre, au contraire, nous allons en reparler, pendant le régime de Vichy, c'est-à-dire le gouvernement de la France qui a existé pendant la guerre, et sous l'occupation allemande, il était dans la ville de Vichy, ce n'était pas Paris, la capitale de la France, mais Vichy. Et donc, le régime de Vichy a émis beaucoup de lois, et notamment beaucoup de lois protectionnistes, beaucoup de lois racistes, beaucoup de lois contre les étrangers, xénophobes, et donc il y a eu des dénaturalisations, c'est-à-dire les personnes, par exemple, qui ont été naturalisées en 1927, après 1927, ont pu perdre la nationalité française pendant la période du régime de Vichy. Et c'était absolument tragique parce que, perdant la nationalité française, ils pouvaient se retrouver déportés dans les camps d'extermination nazis comme des étrangers et des apatrides. C'était, pour beaucoup de gens, cela a été une condamnation à mort.
En octobre 1945, donc tout de suite après la victoire, on est revenu à la loi précédente, donc on est revenu aux conditions de la loi de 1889, avec cette fois la filiation par un des parents, le père ou la mère, et non pas comme le père, comme c'était dans la loi de 1989. Et vous savez que c'est la période de la décolonisation, et là, il se pose un énorme problème de savoir quel va être le statut des habitants des colonies. Donc, on ne parle plus d'indigènes, on parle de ressortissants. Les ressortissants, c'est un mot que je ne sais pas traduire en russe, исходящие да, но это тоже на самом деле живущие, там, проживающие в той или иной колонии. Ils sont citoyens, nous avons vu qu'ils n'étaient pas citoyens, ils avaient la nationalité mais pas la citoyenneté, mais pas des citoyens à 100%. Donc, cette décolonisation qui arrive, nous avons vu la dernière fois une autre carte qui correspond à la même période, cette décolonisation dans le monde entier, qui a posé des énormes problèmes de nationalité dans le monde entier, pas seulement en France, bien sûr. Donc, ces conditions, les conditions les grandes vagues d'immigration qui ont suivi la décolonisation, dont nous avons parlé également, nous voyons 46, 54, 62 avec une quantité d'Algériens qui va augmenter énormément, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup, les Marocains aussi, il n'y en avait pas beaucoup avant. Tout cela va changer certaines modifications de la loi de 1889. Alors maintenant, la loi de 1889, elle est étendue. Est français un individu né en France parce qu'un de ses parents lui-même y est né, même s'il est né dans un territoire d'outre-mer pendant la colonisation. Donc, il s'agit de ceux d'intégrer les personnes qui étaient dans une colonie sans le demander. En fait, c'est très, très, très compliqué et il faut à chaque fois, dans chaque cas de chaque colonie, les ressortissants des différentes colonies doivent vérifier quels sont leurs droits et leurs possibilités. Elles sont différentes à chaque fois. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très, très compliqué. Il vaut mieux prendre un avocat dans ces cas-là pour savoir si vous avez le droit ou pas le droit d'avoir la nationalité française. Alors, depuis, il y a eu beaucoup de diverses discussions. Vous savez que les partis d'extrême droite sont des partis xénophobes qui ont tendance à restreindre l'acquisition de la nationalité française, et il y a notamment des mouvements, des réclamations de naturalisation moins larges, et parfois on entend des expressions très injurieuses comme celle de français de papier, c'est-à-dire un français qui n'est pas français. C'est une injure, on peut dire, c'est une attaque de dire qu'une personne est un français de papier quand on dit que c'est une personne qui est naturalisée. C'est une chose très négative, et une personne à qui on dit cela peut être se sentir injuriée en France. Alors, il y a eu un ministre des Affaires intérieures qui s'appelait M. Pasqua, qui s'est rendu célèbre par des lois par des propositions de loi assez protectionnistes. Et par exemple, pendant une certaine période, mais cette période, on est revenu en fait, c'est pas pendant 5 ans, de 93 à 95, l'acquisition de la nationalité par les jeunes dont les parents étaient étrangers mais qui étaient nés sur le territoire français n'était plus automatique. Il exigeait une manifestation de volonté entre 16 et 21 ans.
Donc ça, c'était la loi Pasqua qui a été votée, mais je dois dire que maintenant, cette loi n'est plus valable. On est revenu à la loi de 89, donc ça, c'était la loi Pasqua était contre cette attribution automatique de la nationalité française. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement donc en 2021? Qui est français? Comment on peut devenir français? Donc, on est français par filiation, donc si un de vos parents est français. On est français par double droit du sol. Si vous êtes né en France, votre parent, lui, est étranger, mais il est né en France. Vous n'avez pas besoin de le demander, vous êtes automatiquement français dès la naissance. Vous avez le cas des personnes qui ont vécu, qui deviennent françaises, qui ont vécu au moins 5 ans en France, qui ont demandé la nationalité française. Donc, c'est dans le cas d'un enfant de parents étrangers qui devient ensuite français. Vous pouvez être naturalisé dans toutes les conditions. Par exemple, je me souviens très bien, il y a eu un cas très célèbre il y a 2 ans, je crois, d'un jeune homme, je crois, de Côte d'Ivoire, qui avait sauvé un petit garçon. Il y a un cas extraordinaire, un petit bébé qui était tombé d'une fenêtre et qui s'était accroché à un balcon et il allait tomber, un petit garçon de 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et un jeune homme a comment dire, escaladé la façade de l'immeuble par les balcons. Il a sauté sur un balcon, puis sur un autre balcon, et en 3 secondes, il était sur le balcon du petit garçon. Il a sauvé le petit garçon, donc le petit garçon n'est pas tombé, il n'est pas mort. Et c'était un jeune homme dans la situation sans papier, il n'avait pas de papier officiel en France, et il a été naturalisé français. Bien sûr, il était d'accord. Il a été naturalisé français pour le remercier d'avoir sauvé un petit enfant, d'avoir sauvé un acte de bravoure. Il faut savoir le français dans ces cas-là. Vous pouvez également être naturalisé français si vous avez fait des études supérieures en France. C'est un des cas fréquents de naturalisation en France. Par mariage et par ascendance. Donc, si vous avez des parents donc les parents qui ont des enfants français peuvent devenir français, donc c'est dans l'autre sens, d'accord? S'ils vivent depuis au moins 25 ans en France et qui savent le français. Donc, pour comparer, nous avons vu l'attribution de la loi du sang, donc un enfant, deux parents. Donc, si vous avez des parents français, vous êtes automatiquement français. La loi du sang fonctionne pratiquement partout. Il y a quelques petites restrictions dans certains pays. Vous voyez, dans certains cas, il faut être marié. Dans d'autres, il y a le père transmet, la mère ne transmet pas. Donc, généralement, le droit de la filiation, ça marche presque partout. La naturalisation par mariage, je sais que ça intéresse souvent les étrangers. Vous voyez que c'est une règle qui s'est durcie de plus en plus depuis quelques années. Il faut de plus en plus de temps de vie commune. Il faut, donc c'est 1 an, 2 ans, 2 ans, un an de vie. Donc 2 ans de mariage, mais 1 an de vie commune, parce que parfois vous n'avez pas le permis de séjour, donc vous êtes marié, mais vous ne pouvez pas venir en France, ou 3 ans de mariage. Maintenant, c'est 4 ans de mariage, dont 3 ans en France, ou alors 5 ans de mariage, et il faut savoir le français au niveau B1, ce qui n'est pas mal déjà, que c'est un niveau assez élevé. En Russie aussi, il y a une exigence de langue maintenant pour obtenir la nationalité russe. Pour comparer, ce n'est pas toujours la même chose. Il y a dans certains cas 3 ans ou plus, de 4 à 8 ans, plus de 8 ans, et il y a des pays dans lesquels le mariage ne donne pas la nationalité ou presque, ou vraiment très, très rarement. Alors, une chose qui est très particulière, c'est la déchéance de nationalité. Déchéance, ça veut dire on vous
prive, on vous retire la nationalité française, лишение, да, гражданства. C'est un État qui retire sa nationalité à un de ses nationaux. C'est comme ça que l'on dit cela dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut bien savoir que tout individu a droit à une nationalité, nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Donc, c'est important de comprendre que vous n'avez pas le droit, en principe, et les pays essayent de ne pas le faire, vous n'avez pas le droit de retirer la nationalité de quelqu'un qui n'en a pas d'autre. Si une personne n'a qu'une seule nationalité, vous ne pouvez pas la lui retirer. Vous ne pouvez pas créer une personne sans nationalité. Le droit international essaye de limiter les cas de personnes apatrides, c'est-à-dire qui n'ont pas de nationalité. Donc, on essaye de le limiter, de ne pas le faire. Donc, en réalité, la France ne peut pas, comme les autres pays, n'a pas le droit de retirer la nationalité française à quelqu'un qui n'a pas une autre nationalité. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des situations dans l'histoire dans lesquelles il y a eu des pertes de nationalité. Vous le voyez, c'est arrivé assez souvent pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on a révisé des nationalités. Je vous ai dit, personnes avaient été nationalisées, on leur a repris la nationalité. Et puis, dans le cas des colonies, les colonisés avaient la nationalité française et ils ont perdu la nationalité française en grande quantité. Maintenant, c'est très, très rare et on essaye de ne pas le faire. Alors donc, maintenant, qu'est-ce qui est possible? Vous pouvez déchoir, donc priver de la nationalité française des personnes naturalisées, donc des personnes qui ont obtenu la nationalité et qui sont condamnées pour un crime ou un délit constituant un acte de терроризм. То есть можно лишать гражданства только тех, которые получали французское гражданство дополнительное. Да? Et ça, c'est un principe qui est un principe, ce n'est pas très normal, parce que en principe, si vous avez été naturalisé, vous avez les mêmes droits qu'un Français de naissance. Il ne devrait pas y avoir de différence. Mais là, dans ce cas précis, en 1996, on a introduit une différence. Les personnes naturalisées, condamnées pour terrorisme, peuvent être déchues. C'est très difficile, il faut une décision ministérielle, ce n'est pas très facile. Et donc, on en a beaucoup parlé. Et en 2016, on a voulu étendre la déchéance de nationalité française aux binationaux nés français. То есть для тех, которые имеют два гражданства, но которые при этом французы с рождения. То есть не получали французское гражданство после, а французы с рождения. Donc les binationaux nés français. Mais ça, cela a été refusé. Donc cette loi a été proposée et on a refusé. Donc, vous voyez, il y avait de grandes explications dans la presse qui pouvaient jamais perdre la nationalité. C'est une personne qui est mononationale, qui n'a que la nationalité française. Une personne qu'on pouvait déjà déchoir, c'est les naturalisés. Et maintenant, avec cette proposition de loi, on aurait pu déchoir de la nationalité ceux qui étaient plurinationaux français ou dénaturalisés il y a plus de 15 ans. Et on a refusé cette loi parce que cela introduisait une inégalité entre les citoyens français, ce qui n'est pas le principe du gouvernement français. Vous savez que la France, c'est quand même liberté, égalité, fraternité. Donc, on essayait de limiter cela. Et puis aussi parce que, en fait, ce n'est pas ça qui va
lutter contre le terrorisme. Vous voyez les dessins humoristiques, ce terroriste était très, très, très effrayé qu'on le menace de perdre la nationalité et on a bien compris que ce n'était pas une mesure efficace et ce n'était pas une mesure juste ni intelligente. Donc, cette mesure n'a pas été prise. La déchéance de nationalité existe dans d'autres pays du monde. Il y a, comme vous voyez, en Royaume-Uni, on peut perdre la nationalité dans tous les cas, tout le monde, même les nationaux. Dans certains pays, seuls les binationaux peuvent perdre la nationalité. Et dans d'autres pays, il n'est pas question de retirer la nationalité du pays, donc de déchoir de sa nationalité. Je ne sais pas quel est le cas, je ne me suis pas penchée sur la situation en Russie. Je crois que ça doit être possible. En tout cas, cela a été possible en Union soviétique, c'était possible de perdre la nationalité soviétique. Je ne sais pas quelle est la situation pour le droit russe actuellement, je n'ai pas vérifié. Et donc, on voyait dans un autre dessin humoristique que vous voyez ici, pourquoi c'était sous le président de la France à l'époque, c'était François Hollande, et on a beaucoup ri de lui, que bon d'accord, on ne va pas garder cette mesure, mais de toute façon, les terroristes sont très très méchants, ça bien sûr personne n'en doute. Vous voyez que cela avait beaucoup divisé le pays, certains étaient contre, certains étaient pour, et c'était une mesure qui n'était pas, qui ne calmait pas les esprits. Alors pour terminer ce tour d'horizon de la situation, il faut dire que le problème, enfin la question n'est pas simple et on continue très régulièrement à essayer d'améliorer le droit français concernant la nationalité et les possibilités d'acquérir la nationalité française. Donc, vous voyez, c'est assez récent, en novembre 2019, c'est vraiment il y a moins de 2 ans, 20 nouvelles mesures ont été proposées par le gouvernement français. Donc, le Premier ministre à l'époque, c'était Édouard Philippe. Donc, c'est la photo d'Édouard Philippe que vous voyez ici. Et l'idée était, comme vous voyez, de reprendre le contrôle de la politique migratoire, essayer d'être un petit peu plus clair sur cela. Alors, qu'est-ce qui a été proposé? D'une part, ce que l'on appelle une immigration professionnelle choisie. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire. Nous avons d'un autre côté une amélioration, une simplification de la comité de l'attribution des visas, une lutte contre les fraudes et les abus, donc surtout quand il s'agit des étrangers qui profitent de la protection contre la maladie, dans les cas de demande d'asile, l'aide médicale, et par contre, une aide toujours renouvelée aux pays qui ont besoin d'aide, aux pays en voie de développement. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire l'immigration choisie? Cela veut dire en principe qu'on essaye de faire des quotas par profession. Donc, on va essayer de proposer l'immigration à certaines professions et pas à d'autres. Vous voyez ce dessin humoristique de Plantu qui, pendant très longtemps, jusqu'à cette année, a fait des dessins humoristiques dans le monde. On a besoin de 2 plombiers et de 3 tourneurs fraiseurs. Ce sont des immigrés sur leur bateau et on demande seulement 3 водопроводчика и 3 фрезеровщиков. Остальные приходите завтра. Pourquoi? Parce que en fait, il y a une mauvaise correspondance entre les propositions de travail et les demandes de travail. Il y a des postes de travail qui ne sont pas remplis, on demande toujours donc des candidats, et au contraire, il y a beaucoup d'autres professions en trop. Donc, il n'y a pas beaucoup de carrossiers, de mécaniciens, de couvreurs, donc des métiers manuels.
et même également des informaticiens et des programmeurs qui manquent en France. Donc ça, c'est plus facile d'immigrer en France dans ces cas-là. Par contre, c'est plus difficile de profiter des aides médicales et mais c'est plus rapide d'obtenir la demande d'asile. Pour les sans-papiers, on va on va évacuer les camps. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est les camps de sans-papiers. Il y en a dans toutes les villes françaises et c'est une catastrophe pour tout le monde et certainement surtout pour les personnes qui habitent dans ces conditions, vous imaginez bien. Donc, il s'agit d'évacuer les camps, d'ouvrir des camps de rétention pour les immigrés clandestins. Alors, vous voyez bien, des centres de rétention, c'est déjà une sorte de prison, c'est pas vraiment très sympathique, et ouvrir des places d'hébergement, mais bien sûr, cela manque toujours de fonds, cela manque toujours de moyens, c'est mal réalisé, c'est toujours à la traîne. Et pour terminer cette politique d'immigration, la France a renouvelé son offre d'invitation d'étudiants étrangers. On pense faire venir 500 000 étudiants étrangers d'ici 1927. On a lancé une grande opération Bienvenue en France, qui, à mon avis, est très critiquable, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici, parce que d'un côté, on fait venir les étudiants français, les étudiants étrangers, mais d'un autre côté, on leur demande de payer, ce qui est un petit peu bizarre à mon sens. Enfin bon. Et puis, la politique dite du regroupement familial, c'est-à-dire quand vous avez un membre de la famille qui est en France, vous pouvez faire venir les membres de votre famille. Ça existe, c'est toujours possible, mais c'est plus difficile que cela n'était jusque-là. Voilà pour la nationalité. J'espère que vous n'êtes pas complètement perdus, parce que je sais que c'était compliqué de comprendre qu'est-ce que c'est que la nationalité et l'obtention de la nationalité française. Et maintenant, nous allons passer à une autre notion qui est la notion de laïcité et qui est une notion très importante pour le droit français. Donc, laïcité, ça se traduit par světost. Donc, cela veut dire que le gouvernement, l'État français est complètement indépendant de la religion. Il n'y a aucun rapport entre le gouvernement, l'État français et la religion, n'importe quelle religion. Toutes les religions, aux yeux de l'État français, sont égales. Alors, est-ce que c'est une exception française ou pas? On ne peut pas dire, mais disons que c'est quand même une particularité du gouvernement français et c'est une chose qu'il faut assez souvent réaffirmer, réexpliquer, mais à laquelle les Français tiennent énormément. Donc, il y a des explications assez simples qui sont données ici et il faut comprendre que la laïcité, c'est un principe de séparation dans l'État et de la société civile et de la société religieuse. Donc, гражданские дела и религиозные дела. Et c'est un principe d'impartialité ou de neutralité, то есть государство остается нейтральным и не принимает участие, беспричастности, à l'égard des confessions religieuses. C'est-à-dire que vous avez le droit de penser absolument ce que vous voulez, et il y a une certaine limitation sur la liberté d'expression. Je vous conseille très fortement de regarder ce sujet ici, qui est donc indiqué en bas de cette page, qui est un petit film YouTube qui vous expliquera en petit dessin exactement qu'est-ce que c'est que la laïcité à la française. Alors, du point de vue de la loi, d'une part, la laïcité a été affirmée dès 1789. La France est une république laïque.
Donc, tous les citoyens sont égaux sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et le concordat de Napoléon a un peu changé les choses, puisqu'il avait signé un accord avec le pape, mais ça, c'est une exception. Le concordat de Napoléon n'existe plus, et la France vit sous la loi du 9 décembre 1905, dite concernant la séparation des églises et de l'État, et qui a définitivement séparé, et notamment les possessions de la France, les possessions des églises qui n'appartiennent pas à l'État et qui ne sont pas financées par l'État. Donc, la France est une république, comme vous le voyez, laïque, démocratique et sociale. Je ne vais pas vous lire tout cela, vous pourrez le lire quand vous regarderez cette présentation. La République garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Donc, vous avez le droit d'exercer n'importe quelle religion, ça c'est le droit de tout le monde. Les agents du service public, c'est-à-dire n'importe quelle personne qui travaille dans une administration publique, doit être absolument neutre. Il n'a pas le droit de manifester ses convictions religieuses, donc ça le concerne personnellement, mais il n'a pas le droit au travail de manifester ses convictions religieuses. Et par contre, il doit protéger l'application du principe de laïcité dans tous les cas. La liberté de conscience, donc, mais ils ont bien entendu le droit de pratiquer la religion qu'ils veulent. Ils ont le droit de prendre des congés pour participer à une fête religieuse, n'importe quelle fête religieuse, si cela est possible, suivant leur service. Les usagers du service public, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont des clients, vous, moi, nous nous adressons à un service public. Nous avons tous les mêmes droits. Nous avons le droit d'exprimer nos convictions religieuses ou nos convictions non religieuses. Nous ne devons pas manifester notre religion ou faire de la propagande. Le prosélytisme, c'est faire de la propagande d'une religion. Nous n'avons pas le droit de refuser quelqu'un pour une raison religieuse, quelle qu'elle soit, et nous avons le droit à respecter nos croyances ou l'exercice d'un culte, quel qu'il soit, n'importe lequel. La laïcité est très importante à l'école. C'est un des principes fondamentaux de l'école française. L'école française est obligatoirement laïque. Il n'y a aucune instruction religieuse, quelle qu'elle soit, dans l'école française, n'importe quelle religion, de n'importe quelle religion qu'il s'agisse. Et c'est une chose qui est rappelée régulièrement sous forme de charte. Donc, vous voyez, ce sont des règles que doivent, si l'on veut, étudier et appliquer les professeurs dans les écoles. Et c'est très important de bien comprendre que l'école en France est laïque. On tient beaucoup. Donc, la République est laïque, l'école est laïque. Ce sont des choses auxquelles on tient vraiment beaucoup. Alors, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'on a le droit de critiquer et de parler de religion et de critiquer toutes les religions. Vous savez ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo il y a quelques années. Le quotidien Charlie Hebdo a critiqué toutes les religions, aussi bien la religion musulmane que la religion catholique, que les juifs, que les autres choses, parce que c'est au principe de la liberté d'expression. Vous n'êtes strictement pas obligé de lire ces journaux si cela ne vous intéresse pas. Mais vous avez le droit d'écrire ces choses-là si vous en avez envie. C'est cela qui est important de savoir. Et ce journal, Charlie Hebdo, a payé très cher ce droit à
l'opinion et à l'expression de l'opinion, puisque 12 personnes sont mortes le 7 janvier 2015, notamment des dessinateurs très célèbres de ce journal de Charlie Hebdo. Il faut bien dire que cette histoire a beaucoup choqué en France et il y a eu un immense mouvement de solidarité tout de suite après, le dimanche qui a suivi l'attentat de Charlie Hebdo. Et nous nous retrouvons ici. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que nous reprenons exactement le début de notre présentation. C'est sur la place de la République. La manifestation est venue très naturellement se retrouver. Donc, nous étions tout à l'heure sur la place de la Nation avec la statue de la République. Et maintenant, nous sommes sur la place de la République avec les allégories de la République française, la nation, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité, qui n'est pas comme principe donné dans la devise de la France, mais qui est très importante là aussi.